Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines, Aston Martin a recruté Adrian Newey, le meilleur ingénieur de tous les temps, l'homme le plus prisé de toute la grille, et il l'a présenté en grande pompe dans sa nouvelle usine avec le grand patron, avec un double champion du monde. Et pourtant, beaucoup de réactions ont été moqueuses, voire pire. Cela traduit un manque de confiance, un manque de crédibilité pour cette équipe qui veut pourtant devenir le Mercedes de la prochaine décennie, ou en tout cas l'équipe du futur. Cette défiance n'est ni nouvelle ni logique et commence avec le personnage principal, Lawrence Stroll, qui est parfois, souvent peut-être, une caricature de lui-même, un milliardaire avec un gros ego qui s'achète ce qu'il veut en Formule 1, lance des grandes phrases chaque saison et paraît parfois un peu plus dans l'acting que dans l'action. Il est aussi indissociable de son fils, qu'il persiste à conserver dans l'équipe, peu importe ses résultats ou les potentiels pilotes disponibles. Donner un CDD à vie à un pilote qui est constamment l'un des 3 ou 5 plus faibles de la grille, bah oui forcément, surtout au bout de 8 saisons, ça décrédibilise. Et puis sur la piste, les 2 dernières saisons n'ont rassuré absolument personne puisque l'excellent début de saison 2023 n'a absolument pas été confirmé. Alonso monte sur 7 des 8 premiers podiums de la saison, la MR23 est la 2e meilleure voiture du championnat et au final il termine la saison 5e du constructeur et dans les dernières courses ils se battent avec Alpine et AlphaTauri. Et cette incapacité à tenir le rythme, à bien développer sur le cours d'une saison, c'est un de leurs freins principaux, c'est peut-être même leur plus gros défaut, et on le voit depuis plusieurs saisons, donc forcément, personne n'a envie de miser sur eux puisqu'ils ne nous ont pas prouvé qu'ils étaient capables de gommer ce défaut, de tenir toute une année. Et puis en 2024, l'équipe a totalement perdu le contact avec les meilleurs alors que l'an dernier, au début, elle jouait avec eux. Elle n'a pas signé le moindre podium, va perdre plus de 150 points par rapport à 2023 et se bat au final plutôt avec des Haas et des Williams dans les courses pour obtenir les points de la 9e ou de la 10e place. Voilà, c'est un échec. Le projet ne s'est pas lancé réellement alors qu'on pensait l'an dernier que c'était le cas. Non, visiblement, il faudra attendre plutôt 2026. Donc ouais, du côté d'Aston Martin, on tend un petit peu le bâton pour se faire battre. Il y a plusieurs éléments qui incitent à ne pas vraiment les prendre au sérieux, mais je pense qu'on devrait se méfier et ne pas les négliger. Ils se vendent comme l'équipe du futur et je pense qu'ils ont au moins 8 bonnes raisons de le penser. Première raison, l'argent. Alors oui, on peut très mal le dépenser, en avoir ne suffit pas, et dans le contexte des budgets capés, c'est beaucoup moins déterminant qu'il y a quelques années, où on pouvait limite se contenter de mettre 10 fois le budget des autres, et on était quasiment sûr d'être devant. Mais quand même, les investissements de Lawrence Stroll mettent Aston au rang des toutes meilleures équipes, voire même mieux, puisqu'en fait, leur force de frappe n'a que peu d'égal. Et en plus, malgré les clichés, je trouve que le Canadien ne fait pas les choses n'importe comment, ne jette pas l'argent par les fenêtres et est réellement sérieux dans sa volonté de gagner puisqu'il construit l'équipe de manière méthodique et a identifié selon moi les bonnes zones où investir. C'est plutôt sérieux ce qu'il construit. Et puis il a ramené la marque, l'image et la valeur d'Aston Martin, donc franchement ce n'est pas un investisseur fumeux comme on a pu en voir plein dans l'histoire de la Formule 1, tout ça pour dire qu'à propos de Lawrence Stroll et de son argent, il faut peut-être sortir un petit peu de la caricature. Deuxième élément, et ça va avec, le projet Aston Martin me semble costaud mais également plus large que la Formule 1. On le voit avec l'endurance ou avec les différents partenaires avec lesquels ils s'associent. Ils ne sont pas omnibulés par la Formule 1 à faire n'importe quoi, comme beaucoup l'ont été avant eux. Et c'est une preuve de sérieux, et c'est aussi super attirant pour les profils, notamment les ingénieurs que tu voudrais recruter. Ça va créer une véritable base de données, un savoir-faire interne à Aston Martin, donc je pense qu'on pourrait se moquer si Aston se construisait n'importe comment, mais là pour le coup ils essayent vraiment d'être le Ferrari anglais, et en plus ils s'appuient sur le prestige et les connaissances qui sont déjà présentes au sein de l'équipe et au sein d'Aston, bref, voilà. Pour moi, c'est du sérieux ce projet. Troisième point selon moi, la toute nouvelle usine. La construction a été lancée au bon moment, elle sera mise en service pour 2025, totalement opérationnelle pour le grand moment en 2026, et surtout, elle va littéralement mettre à l'amende l'usine et la soufflerie, etc. de toutes les autres écuries. Donc là, on a Adrian Newey, le plus grand ingénieur de tous les temps, qui a construit des dizaines, quinzaines de voitures championnes du monde, va avoir un outil technologique entre les mains qui est largement meilleur que celui de tout le monde ailleurs, et qui met surtout 20 ans dans la vue à ce qu'a Red Bull. Voilà, juste ça. C'est le meilleur centre technologique de toute la Formule 1, tout va être centralisé, tout va être neuf, bref, ce sont les meilleures conditions de travail de toute la grille, quelque chose que même personne n'a jamais eu puisque ça va être la pointe absolue de la technologie.
On ne s'en rend donc peut-être pas encore compte, mais l'usine et tout ce qui en découle, c'est presque un cheat code, c'est incroyable. Quatrième point, Honda. Alors évidemment, impossible aujourd'hui de prévoir le niveau du moteur Honda en 2026 et au-delà, et en plus, on a vu par exemple l'époque McLaren récente, on sait que ça peut être une catastrophe, ça peut arriver. Mais bon, déjà, là, ces dernières années, ils ont construit l'un, si ce n'est le meilleur moteur de la grille avec Red Bull. Ils ont une expérience, une compétence Formule 1, une technologie absolument énorme. Ils savent faire. Et surtout, je pense qu'il est primordial aujourd'hui d'avoir ton moteur, ou en tout cas ton motoriste, pour gagner en F1. Tu peux gagner en tant que client. McLaren est d'ailleurs plus ou moins en train de le montrer, mais tu y perds en indépendance, en aisance pour construire ta voiture. Si tu veux vraiment te pérenniser en Formule 1 sur le long terme et maîtriser ton châssis, ta puissance moteur, voilà, il te faut ton propre motoriste. D'ailleurs, on voit bien le casse-tête dans lequel va se retrouver Red Bull pour 2026. Ils ont fait appel à Ford, tellement ça demande de la compétence, de la technologie. C'est quasiment impossible du jour au lendemain de construire ton moteur comme ça en Formule 1, même quand tu es là depuis 20 ans, même quand tu t'appelles Red Bull, même quand tu as tout gagné. Et en plus, le moteur, c'est un domaine où si tu te loupes, voilà, c'est foutu, c'est rédhibitoire. Donc au moins, je trouve qu'avec Honda, Aston Martin est au chaud et en plus a les moyens vraiment de ses ambitions. Cinquième point, Aramco. Là, on a un autre partenaire crucial. Pour ceux qui ne connaissent pas, déjà c'est le sponsor titre de l'équipe, qui d'ailleurs ne peine pas à en trouver des sponsors, mais c'est surtout le plus grand groupe pétrolier du monde, groupe saoudien, l'Arabie Saoudite qui est le pays qui a le moyen d'influencer le sport aujourd'hui, et Aramco est devenu l'un des 10 partenaires majeurs premium de la Formule 1 tout court. Donc, au niveau financier et politique, Aston Martin et Lawrence Stroll sont plutôt dans les bons coups, dans les petits papiers. Ils sont au cœur du futur de la Formule 1 parce que l'enjeu principal d'Aramco, c'est de construire le fameux carburant de demain, éco-responsable. Bref, c'est vraiment fou qu'Aston Martin ait pour partenaire principal, même sponsor titre, la marque pétrolière la plus importante du monde et qui est au cœur de l'avenir de la F1. Je me demande d'ailleurs si à un moment donné, certaines équipes vont pas commencer à questionner cette relation entre Aramco et Aston Martin, mais en tout cas, du point de vue de l'équipe, ils sont extrêmement bien placés, d'un point de vue finance, soft power, avenir, bref, avoir Aramco à ses côtés, c'est quand même un gros signe. Sixième point, Adrian Newey. Alors on peut questionner son âge, bientôt 66 ans, il est clairement en fin de carrière, et on peut se demander quelle est la réelle influence qu'il a eue, notamment sur les succès récents de Red Bull, parce que c'est toujours compliqué de voir l'influence directe d'un ingénieur, le pilote c'est beaucoup plus visible, et aussi parce que ces derniers temps chez Red Bull, il y avait une véritable équipe d'ingénieurs qui avait un impact sur la voiture. Mais quand même à un moment donné, c'est le GOAT, et partout où il est passé, ça a fonctionné, et quand on regarde les périodes victorieuses des équipes par lesquelles il est passé, ça coïncide toujours avec le moment où il a été là. Et si on va même encore plus loin, on pourrait se dire que quand Red Bull n'a pas fonctionné de 2015 à 2018, c'est parce qu'il était un peu en retrait. Et là, depuis qu'il a annoncé son départ chez Red Bull, au niveau du développement de la voiture, ça part un peu en vrille. Évidemment, c'est le problème avec les ingénieurs, toujours dur de savoir si c'est vraiment ça ou pas. Mais bon, il n'y a pas de hasard dans la carrière de Newey. C'est littéralement 35 ans de succès, le mec le plus titré de tous les temps, 14 F1 champion du monde, plus de 200 victoires, voilà, on parle du penseur numéro 1 de la Formule 1 depuis 30, 40 ans. Avoir réussi à l'attirer, notamment devant Ferrari, je trouve que ça en dit long sur ce qu'Aston devient, ou en tout cas ce qu'elle se donne les moyens de devenir. Alors oui, évidemment, il va devenir le 4e homme le plus payé de la grille, mais honnêtement, Ferrari avait sûrement les moyens de le payer quasiment la même somme. Et oui, il va rester en Angleterre, ce qui a été un critère très précieux pour lui. Mais Adrian Newey, il ne fait pas ses choix de carrière sur ce genre de considération. En tout cas, il n'y a pas que ça qui rentre en compte. C'est pas un chasseur de primes, Adrian Newey, et il entre pas en pré-retraite. Donc voilà, pour qu'ils se disent qu'Aston mérite les 5 dernières années de sa carrière, de se relancer dans un projet, c'est qu'ils lui ont offert des motivations, des garanties. La preuve, c'est qu'il a demandé des parts dans l'équipe. Il est pleinement investi, ça, il n'y a aucun doute. Aston était la seule équipe capable de l'attirer, de l'empêcher de prendre sa retraite, la seule équipe pour laquelle il a dit « Ok, je reste en Formule 1 ». Et franchement, je trouve que c'est une preuve absolument forte pour l'avenir d'Aston Martin.
Et puis autour de lui, il y a Dan Fallows, l'ancien numéro 2 de Red Bull, responsable de l'excellent début de saison l'an dernier, Enrico Cardile de chez Ferrari, Loïc Blandin de chez Mercedes, Bob Bell de chez Alpine, Luca Forbato, et j'en passe. Bref, encore une fois, les choses sont bien faites et avec des moyens démentiels. Ma conclusion sur ce point numéro 6, c'est que si Adrian Newey ne prend pas Aston Martin de haut, alors on serait un petit peu bête de le faire. 7e point, le timing. Alors oui, il y a eu un hic avec ce début 2023 qui n'a pas été confirmé, il y a eu une chute, on pensait que le projet était lancé, ce n'est pas le cas, mais en fait, le vrai début du vrai Aston Martin, c'est 2026. Il ne faut pas l'oublier, c'est là qu'ils auront tous leurs éléments en main qui pourront fonctionner. Et 2026, avec son changement de réglementation, arrive pile au bon moment. Déjà parce que ça fera 10 ans que Lawrence Stroll est en Formule 1, il a eu le temps de voir, de comprendre, de se tromper. Il aura racheté Force India plus de 7 ans maintenant, ça fera 5 ans qu'Aston Martin est en Formule 1. Il y aura déjà eu 3-4 saisons pour apprendre, pour se tromper, pour connaître les premiers hauts, quelques bas, pour savoir ce qui ne va pas, pour corriger, pour investir. Franchement, la timeline est plutôt exceptionnelle, on n'est pas sur un mec qui n'a jamais fait de F1 et qui dit « Ok, j'arrive du jour au lendemain et je vais gagner ». Non, ils ont fait leur preuve, ils ont fait en tout cas leur galon d'essai, on peut dire ça comme ça. Les 2 dernières saisons, l'équipe a connu un petit peu les sommets, a connu une rechute, a réussi à se structurer, beaucoup de choses vont changer, il va aussi y avoir 2025 pour se préparer, commencer à mettre en place l'usine, le cerveau d'Adrian Newey, toutes les choses qui doivent se mettre ensemble pour que ça fonctionne à l'avenir. Donc ouais, la révolution 2026 arrive exactement dans le bon timing pour Aston Martin, lorsqu'en fait elle aura toutes les pièces à disposition, l'usine, la soufflerie, Newey, Honda, voilà. Tout sera prêt, tout sera opérationnel. Et puis, 8e point, Fernando Alonso. Alors je sais, il aura 45 ans et demi au début de la saison 2026, mais je pense que ce n'est absolument pas un souci pour lui. On l'a vu l'an dernier, quand il a la machine, il sait la pousser à 200%, il lui fait obtenir le meilleur résultat possible, voire peut-être même mieux, et il a encore la filouterie et l'énergie nécessaires pour jouer avec les tout meilleurs et aller, s'il le faut, si c'est possible, chercher un titre. On a eu cette confirmation l'an dernier, voilà, pour moi là, actuellement, il est au frigo, il est à 80% parce qu'il sait que la voiture peut pas jouer devant, donc ça sert à rien d'être le lion Alonso, autant attendre 2026. Mais voilà, j'ai aucun doute que si le projet fonctionne, lui sera capable d'en être le visage, le porteur, le numéro 1, celui qui montre le vrai niveau de la voiture, qui pousse le niveau d'exigence au maximum comme il a toujours su le faire. Voilà, c'est aussi pour lui le dernier défi de sa carrière, donc pour lui aussi le timing est bon, bref, tout me semble concorder. Mais alors maintenant, pour croire définitivement en Aston, que nous manque-t-il? On peut déjà se questionner sur le deuxième pilote, Lance Stroll, qui est un des moins bons de la grille et qui, on l'a vu, ne sera pas capable de ramener non seulement des victoires, mais même un doublé, même des podiums potentiellement, et qui pourrait coûter un titre constructeur à Aston Martin. Il n'est pas du tout du niveau des meilleurs, malgré parfois de bonnes performances. Il y a un jour où ça coûtera cher. C'est un frein, c'est sûr, mais je dirais que paradoxalement, ce n'est pas si grave que ça en fait, parce qu'ils ont le temps, déjà parce qu'ils ont Alonso qui lui tirera le maximum de la voiture. En plus au début ce qui va les intéresser c'est pas d'avoir le titre constructeur forcément, mais de jouer devant, d'obtenir des victoires, et peut-être que même le titre le plus important c'est le titre pilote, on va pas se le cacher, même si évidemment tu veux toujours prendre les deux. Et puis de toute façon Alonso a un petit peu tendance à détruire son coéquipier, donc c'est peut-être pas la bonne idée au début de lui mettre dans les pattes un jeune vraiment talentueux ou un autre gros poisson de la grille. Et puis s'ils se retrouvent vraiment devant, vu leurs atouts, leurs moyens financiers, Newey, l'usine, Aston Martin, etc., je ne me fais pas de soucis pour eux, ils vont attirer des pilotes. D'ailleurs on le voit, tout ça n'a pas encore démarré et c'est déjà l'équipe avec laquelle Verstappen est le plus lié. Donc ça veut clairement dire qu'Aston Martin attire déjà, et si ça fonctionne, ouais, le deuxième pilote, ce sera absolument pas un souci. Après, je concède totalement le fait que Lance Stroll est un marqueur, il est un symbole d'Aston Martin, et donc le jour où il ne sera plus sous contrat avec l'équipe, on se dira « Ah, voilà, peut-être enfin Aston change ». Je comprends qu'on puisse penser comme ça, et c'est vrai que le fait qu'il continue est un petit peu une aberration dans l'ensemble du projet Aston Martin, mais pour moi, c'est un point tout à fait secondaire dans la capacité de réussite de l'équipe, et surtout un point qui pourra aisément être corrigé à tout instant.
Non, ce qu'il manque surtout à Aston Martin maintenant, c'est le concret, c'est la réalisation de toutes ces belles choses qu'on a évoquées, qui sont pour l'instant que sur le papier. On demande à voir maintenant, puisque sur la voiture, on n'a rien vu sur la piste, hormis donc ce flash au début de la saison 2023, mais j'ai envie de dire que presque ce flash nous a plus inquiétés, puisqu'il a prouvé l'incapacité de l'équipe à rester au haut niveau. Le cap n'a pas été passé et on se dit aussi que tout aligner ne sera pas simple, hein. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Peut-être que Newey va devoir trouver aussi son rôle, gérer toute l'équipe qu'il va devoir superviser, qui est très fournie en ingénieurs. Il peut y avoir des histoires d'ego, des histoires de communication qui passent mal en interne. Bref, l'usine est aussi toute neuve, il va falloir entre guillemets la roder, mettre en place les processus. Évidemment, on redit une nouvelle fois, tout ça, c'est du papier. Il y a des éléments, il faut les mettre en marche. Tout ça reste du potentiel, mais le message de cette vidéo est le suivant. Je pense qu'on ne devrait pas trop rigoler, pas trop se moquer d'Aston Martin, car en fait, les ingrédients, ils commencent doucement à les avoir tous. L'argent, les infrastructures, le projet, le motoriste, les partenaires, le meilleur ingénieur de tous les temps, une énorme équipe d'ingénieurs et de cerveaux, un bon timing et un top pilote. C'est beaucoup quand même. L'avenir nous dira si Aston va rejoindre le cimetière des gros projets qu'on a vus à un moment donné peut-être trop beaux en Formule 1, et Dieu sait s'il y en a eu, ou alors s'ils nous font une Red Bull, une équipe qui a essuyé pas mal de moqueries au début, mais qui petit à petit a prouvé être l'une des toutes meilleures, une des dynasties de la décennie suivante, ou bien s'ils font 5e jusqu'à ce qu'Alonso ait 50 ans, mais ça, on peut pas savoir. Et voilà, j'attends désormais vos avis en commentaire. Le mien, c'est qu'on ne devrait pas trop se moquer d'Aston Martin, puisqu'il y a bien des raisons de les respecter et de faire attention à ce qu'ils vont nous proposer à l'avenir. Ce serait dommage d'avoir l'air bête à la première course de la saison 2026. Bref, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, à liker également si vous voulez soutenir mon travail. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Et on se quitte comme d'hab avec Enzo Ferrari, qui vous conseille fortement de ne pas se moquer des constructeurs anglais. Lui l'a fait à une époque et ça s'est un petit peu mal terminé. À bientôt.